Une femme qui a mis 50 000 $ en argent comptant dans une boîte à chaussures pour la déposer dans une voiture conduite par un inconnu au coin d'une rue. Un homme qui a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans un système de Ponzi. Autrement dit, une fraude financière d'envergure où on utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements anormalement élevés des investisseurs existants. Un autre homme qui s'est fait vider son compte en banque après en avoir lui-même donné l'accès aux cybercriminels qui l'ont hameçonné. On peut avoir tendance à se dire que ces personnes-là sont particulièrement crédules, que ça ne risque jamais de nous arriver à nous. Mais si je vous disais que la femme aux 50 000 $ dans la boîte à chaussures est une journaliste financière, que l'homme du système de Ponzi est un psychologue spécialiste de la crédulité et que l'homme qui s'est fait hameçonner est un expert en technologie et militant des droits numériques. Les fraudeurs sont capables de pirater des ordinateurs, ça, tout le monde le sait, mais ils sont aussi capables de pirater nos cerveaux, d'appuyer sur les bons boutons pour exploiter des vulnérabilités dont on ignore nous-mêmes l'existence. Et contre ça, personne n'est à l'abri. Le tout premier de ces boutons, c'est le sentiment d'urgence. Ça peut être l'urgence d'obtenir quelque chose de positif, une occasion en or à ne pas laisser passer pour faire beaucoup d'argent. Ou à l'inverse, l'urgence de se sortir du pétrin. Et dans ce cas-là, le gros moteur, c'est la peur. C'est le résultat de millions d'années d'évolution. On a été façonné pour réagir instinctivement à ce qu'on perçoit comme une menace. Sous l'effet de la peur, notre cerveau passe en mode survie. Et ce sont ces régions les plus primitives qui prennent le dessus, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, bien enfoui dans les tréfonds de notre boîte crânienne. Nos très lointains ancêtres l'ont expérimenté à la dure. Si on se met à trop réfléchir devant une menace, par exemple devant un tigre aux dents bien acérées, on risque d'y laisser sa peau. Au fil de l'évolution, notre cerveau a été configuré pour réagir de manière pas tellement plus sophistiquée que celui d'un lézard en réaction à une menace immédiate. C'est le fameux mécanisme « fight or flight », se battre ou fuir, mais surtout ne pas trop réfléchir. Et c'est exactement dans cet état-là que les arnaqueurs veulent mettre notre cerveau. Éteindre notre mode de pensée délibéré, réfléchi et analytique, faire taire l'homo sapiens en nous pour laisser toute la place aux lézards terrorisés. Kidnapper notre intellect en modifiant momentanément le fonctionnement de notre circuiterie neuronale pour bien titiller nos amygdales. Pas les amygdales qui se trouvent dans notre gorge, mais celles qui se trouvent dans notre cerveau. Deux petites structures en forme d'amande qui jouent un grand rôle dans tous les mécanismes associés à la peur, notamment en déclenchant un déversement massif d'hormones dans le sang lorsqu'on a peur. Résultat, le rythme cardiaque, la pression et le flux sanguin augmentent, la respiration s'accélère, notre corps et notre cerveau sont en état d'alerte. Et c'est souvent là qu'entre en scène l'autorité rassurante. Ça peut être un policier, un agent de la CIA, un banquier, quelqu'un qui prend les choses en main, un allié qui gagne notre confiance et qui va nous aider à mettre fin au cauchemar. Quelqu'un qu'on osera plus ou moins remettre en question parce que depuis qu'on est tout petit, on a appris à respecter les figures d'autorité. Les circonstances sont alors optimales pour que s'enclenche une cascade de biais cognitifs. Des mécanismes de pensée qui, devinez quoi, altèrent le jugement. Il y a tout d'abord le biais de confirmation. En gros, notre tendance à privilégier les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. La victime va donc renforcer ses croyances préexistantes. On le sait tous que des fraudes bancaires, il y en a énormément, donc le biais de confirmation peut nous pousser à aller chercher des preuves de cette menace-là. Et le fraudeur a tout intérêt à se faire passer pour un banquier ou une personne d'autorité pour qu'on baisse notre garde. Autrement dit, il réussit à forger une réalité qui nous rend plus enclins à filtrer l'information pour valider notre crainte d'une fraude, à se raccrocher aux moindres détails plausibles dans son discours, tout en ignorant les drapeaux rouges qui seraient beaucoup plus évidents pour un observateur externe. D'ailleurs, il va à peu près toujours insister pour qu'il n'y en ait pas d'observateur externe. On ne doit parler de ce qui se passe à personne, soit parce qu'on est sous écoute, soit parce que ça risquerait de mettre notre interlocuteur en danger. Le fraudeur va même parfois réussir à semer la méfiance. Et si l'être cher était dans le coup? De manière générale, il va aussi souvent noyer sa victime dans une abondance d'informations complexes et très techniques qu'elle ne sera même pas en mesure de filtrer ou même de comprendre. L'idée, c'est de créer un état de confusion pour qu'elle se sente complètement dépassée
et qu'elle se fie encore plus à cette figure d'autorité rassurante qui est soi-disant là pour la guider. Autre biais cognitif qui est un grand allié des fraudeurs, le biais d'engagement. Ça, c'est quand on continue à investir du temps, des efforts ou de l'argent quand on a déjà commencé à le faire, même si ça devient irrationnel ou contre-productif, justement parce qu'on a déjà donné beaucoup et qu'on veut rester cohérent. On ne veut pas admettre qu'on s'est trompé, on veut à tout prix éviter le sentiment d'échec. Ça peut souvent mener à ce qu'on appelle l'erreur des coûts irrécupérables. Quand on continue à investir parce qu'on a déjà dépensé beaucoup, comme pour justifier cette décision-là, même si on a de plus en plus de signes que ce n'était pas une bonne décision. Bref, restez vigilants. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez jamais à en parler à un proche, à votre banquier, le vrai, ou au décrypteur.